Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti! Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on va parler de reconversion professionnelle après un burn-out. Un burn-out, c'est une vraie déflagration, c'est un choc dans la vie qui peut venir remettre en cause pas mal de choses, et notamment bien sûr nos choix professionnels et le parcours de vie qu'on s'était imaginé. Et donc il y a des personnes, et c'est peut-être votre cas si vous écoutez cet épisode, qui se rendent compte à l'occasion d'un burn-out que leur activité professionnelle n'est pas, ou plus d'ailleurs, en accord avec leurs valeurs, avec leurs besoins, avec leurs aspirations, et qui du coup ont envie de changer de voie pour remettre un petit peu de sens dans leur quotidien professionnel. Et si c'est votre cas, que vous traversez un burn-out en ce moment, que vous en sortez, et que vous envisagez une reconversion professionnelle, eh bien cet épisode est pour vous. Et avant toute chose, comme d'habitude, mais rapidement, définissons quand même ce qu'est un burn-out. Le burn-out, c'est le syndrome d'épuisement professionnel. C'est un état d'épuisement physique, émotionnel et mental qui est lié à une exposition prolongée et excessive au stress. Et donc souvent, quand on pense au burn-out, on pense aux gens qui s'effondrent, qui un jour au travail ne voient plus clair devant leur écran, et qui parfois se retrouvent à l'hôpital et se retrouvent sous antidépresseurs, et qui ne peuvent plus faire grand-chose pendant des semaines, parfois des mois. Mais en fait, le burn-out, c'est quelque chose de très progressif. Et il n'y a pas besoin d'en arriver au stade que j'ai décrit juste avant pour que ce soit qualifié de burn-out. J'en parle dans l'épisode du 14 avril 2022, Ask numéro 7, Burnout, les signes qu'il est urgent d'agir. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode où je parle justement de tout ce processus qui est vraiment une pente glissante et avec plein de signes qui doivent vous alerter avant d'arriver à cet état extrême de plus pouvoir répondre de rien. Donc n'hésitez pas à écouter cet épisode si ça vous intéresse. Et petite précision quand même, je le rappelle souvent mais ça fait toujours du bien, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Moi mon job c'est coach et notamment d'accompagner des personnes dans leur reconversion professionnelle et à trouver leur nouvelle voie professionnelle justement. Et c'est à ce titre-là que je vous parle, et c'est aussi d'ailleurs ce qui a motivé cet épisode, c'est que je vois souvent des personnes qui viennent me voir pour être accompagnées dans leur reconversion, et qui en réalité, quand on creuse un petit peu, elles sont pas encore tout à fait sorties de leur burn-out, elles ont hyper envie d'aller de l'avant, mais elles n'ont pas encore récupéré toute leur force, toute leur énergie, toute leur motivation, toute leur confiance en elles, et du coup ça va vraiment freiner, parasiter ce travail de recherche d'une nouvelle voie professionnelle, et c'est super important, et c'est la toute première chose que je veux vous partager aujourd'hui, c'est que avant de se reconvertir, il faut prendre le temps de se reposer, il faut prendre le temps de prendre soin de soi et de traiter son burn-out. Avant de penser à la suite, reposez-vous. Ça prendra le temps que ça prendra. On ne peut pas savoir à l'avance combien de temps ça va prendre. C'est variable d'une personne à l'autre. Par contre, bien souvent, ce que l'on peut observer, c'est que plus on a tiré longtemps sur la corde avant d'arriver vraiment à l'effondrement, et plus le temps pour se reconstruire sera long, plus ça prendra du temps. Par contre, ça peut être hyper contre-productif de se lancer dans une démarche même de retour à l'emploi de manière générale trop tôt après un burn-out. Quand l'effondrement se produit, quand on vient tout juste d'être arrêté par un médecin, on est encore un peu dans cette énergie du burn-out où on est en alerte, on a cette espèce d'anxiété, d'agitation, de fébrilité qui circule encore dans notre corps et on a du mal à dormir, on a plein de questions, plein de scénarios, etc. Tout ça c'est normal bien sûr parce que on se sent en souffrance, on a envie de sortir de ça, mais c'est vraiment pas le bon moment pour prendre des décisions, pour réfléchir à des choses, parce qu'on n'est pas dans l'état mental, dans l'état physique de faire ça. En général, à ce stade, les personnes qui ont vécu un burn-out, elles ont du mal à se concentrer, elles ont de l'anxiété, elles ont perdu confiance en elles, elles ont peur de ne pas être à la hauteur, et puis un manque d'énergie, tout ça, c'est vraiment pas compatible avec une reconversion professionnelle dans l'immédiat. Donc je sais que c'est pas évident de s'arrêter aussi brutalement quand on était comme ça non-stop, mais là, c'est un temps de repos, c'est un temps d'arrêt, c'est un temps pour se ressourcer, où il faut être suivi médicalement, qui est suivi ensuite d'un temps de prise de recul, de mise à distance. Cette phase de reconstruction, elle est importante pour parler de votre mal-être, pour comprendre vos fonctionnements, comment vous en êtes arrivé là, pour développer de nouvelles habitudes, pour renforcer votre corps, votre mental, pour reprendre confiance en vous. Et c'est cette période qui est clé aussi parce qu'on commence à se sentir à nouveau soi-même, à nouveau en forme, et on peut commencer enfin à réfléchir à l'avenir et à ce qu'on voudrait faire ensuite.
Moi, ce que je vous suggère, c'est à ce moment-là d'en reparler avec la personne qui vous suit, votre médecin, votre psychiatre, etc., pour valider ensemble que c'est bon, c'est le moment de passer à la suite. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que il faut que vous ayez retrouvé de l'énergie physique, et donc ça passe par le sommeil, par le repos, parce que réorienter sa carrière, parce qu'une reconversion professionnelle, ça demande de l'énergie, et donc c'est important d'en récupérer un petit peu avant de commencer votre transition professionnelle. Il faut aussi que vous ayez retrouvé la majeure partie de vos ressources cognitives, intellectuelles, parce qu'un burn-out, ça affecte la mémoire, ça affecte notre logique, ça affecte nos capacités de concentration. Et les personnes qui sont en burn-out peuvent avoir du mal à se concentrer sur des tâches spécifiques, peuvent avoir des oublis, un ralentissement cognitif. Et donc, c'est pas évident de mener une réflexion, de résoudre des problèmes, de trouver des solutions, de penser de manière créative, de prendre des décisions. Or, tout ça, on en a besoin pour envisager une reconversion professionnelle. On a besoin d'y voir clair pour déterminer quelles sont nos aspirations professionnelles, quels sont nos besoins, quelles sont les voies possibles pour déterminer un plan d'action, etc. Et puis, il faut aussi avoir retrouvé un petit peu d'optimisme. Parce que le burn-out vient en général avec une part de cynisme. Parfois, il mène à une dépression. Ça vient aussi avec de l'anxiété, etc. Donc, si vous êtes moralement à plat, que vous avez beaucoup d'anxiété, ça va être difficile d'envisager votre reconversion parce que une reconversion, c'est stressant. C'est stressant comme tout changement, même un changement d'entreprise, d'emploi. Tout ça, ça apporte du stress. Et donc, il faut avoir les ressources émotionnelles, mentales pour pouvoir gérer tout ça et ne pas se mettre dans une situation qui est stressante trop tôt alors que vous n'avez pas encore suffisamment reconstruit de ressources intérieures pour y faire face. L'optimisme, c'est important quand on envisage une reconversion. Alors optimisme, ça ne veut pas dire tout va bien se passer, c'est génial, j'ai pas peur, je suis pas anxieuse ni rien. C'est juste cette envie, ce drive qui fait que vous croyez dans le fait que vous pouvez trouver quelque chose qui vous correspond, quelque chose de chouette, et vous avez envie au fond d'aller de l'avant. Et ça peut être bien sûr accompagné de peur, d'inquiétude, etc. Et justement, ça va avec mon dernier point là-dessus, c'est qu'il faut aussi que vous ayez repris un petit peu confiance en vous et que vous ayez reconstruit un petit peu votre estime de vous. Parce que la confiance en soi, elle est hyper importante pour faire face à tous les défis qui viennent avec une reconversion professionnelle. J'en parlais dans l'épisode 57 du podcast qui s'appelle, si je ne me trompe pas, 6 erreurs à éviter quand on se reconvertit. Le fait de manquer de confiance en vous va vous freiner à plein de moments dans votre chemin de reconversion professionnelle. Déjà, au moment de rechercher des idées de projet, parce que quand on manque de confiance en soi, on ne s'autorise pas forcément à rêver, à penser à certains métiers qui, au fond, nous intéressent, pourraient nous faire vibrer, mais on se dit que c'est pas possible, qu'on ne sera pas à la hauteur. Quand on traverse un burn-out, on a en général un gros syndrome de l'imposteur qui vient avec ça. On a un peu cette angoisse de ne pas réussir à faire face, de ne pas être à la hauteur. Et donc, si on arrive dans la recherche de nouveaux projets, de nouvelles idées avec tout ça, avec ce bagage-là, on risque de se fermer des portes. Et puis on a besoin d'avoir confiance en soi pour faire des choix qui nous correspondent, pour prendre des décisions, parce que sinon on est complètement paralysé par la peur de se tromper, par la peur de l'échec. Et puis la confiance en soi, elle est super importante lorsqu'on va apprendre de nouvelles compétences. Ce qui est souvent nécessaire quand on change de métier, quand on change de voie, quand on se reconvertit, on a souvent besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Et puis bien sûr, cette confiance en soi, elle permet d'affronter le regard des autres. Quand on se prend un coup d'arrêt brutal alors qu'on avait une vie à 1000 à l'heure, qu'on était toujours dans l'action, c'est pas évident. C'est pas évident quand on se retrouve au chômage, quand on se retrouve parfois en arrêt pendant même quelques semaines, voire quelques mois, voire plus. C'est pas toujours évident de gérer la peur d'être jugé, de gérer ce que les autres pensent de nous. C'est pas évident de perdre un certain statut social, une certaine image qu'on avait auprès des autres. Et c'est pas évident de dire que là on se sent perdu, qu'on est en phase de réflexion, qu'on est en train de maturer quelque chose, mais que concrètement on n'a rien à montrer en termes de faire aux autres. Ça peut être vraiment dur. Et parfois, quand cette pression, qu'elle soit externe ou interne, parce que parfois c'est soi-même on se met soi-même la pression par rapport à ce qu'on imagine que les autres pensent ou vont penser de nous, on peut se précipiter un petit peu dans des décisions. On peut se précipiter dans un nouvel emploi, on peut se précipiter dans une reconversion, comme une espèce de fuite en avant, alors que c'est pas toujours ce dont on a besoin. Et c'est là où le travail de reconstruction post-burnout est super important. Et je vous invite vraiment à vous faire accompagner et à le faire aux côtés d'un ou d'une psychologue parce que c'est super important. Donc voilà, ça c'était la première chose que je voulais vous partager. C'était avant de vous reconvertir, avant même d'envisager une reconversion, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de traiter votre burn-out. C'est vraiment absolument essentiel.
Maintenant, la deuxième chose que je veux vous partager, et c'est encore un avertissement, mais honnêtement, je pense que c'est super important. Mon but, c'est pas de vous dire reconvertissez-vous, changez d'emploi. Enfin, voilà, le titre du podcast, c'est J'ai peur, donc j'y vais, mais il faut y aller bien. Je vous incite pas à être des têtes brûlées. Le but, c'est de faire les choses étape par étape dans le bon ordre pour aller au bout des choses et pour réussir. Et donc là, c'est pour ça que je veux vous partager ce deuxième point qui pour moi est vraiment essentiel, c'est de connaître les causes de votre burn-out, de comprendre ce qui a pu mener à ce surmenage. Identifier ce qui a provoqué votre mal-être, ce qui vous a conduit à cette situation, c'est ce qui va vous aider à identifier, à avoir des prises de conscience de ce dont vous avez besoin, de ce qu'il vous faut pour vous épanouir dans votre vie pro. Et donc bien sûr, il y a des facteurs qui ne sont pas liés à vous, qui sont liés à l'organisation de l'entreprise, aux relations de travail, au contenu du poste, à votre environnement de travail, à votre charge de travail. Ça, c'est souvent le facteur principal, hein, c'est une surcharge de travail. Vous avez trop de dossiers, trop de projets à gérer, vous avez l'impression de manquer de moyens pour faire tout ça, de manquer de temps, et puis il y a un peu ce sentiment récurrent de ne pas pouvoir faire le travail jusqu'au bout, de ne pas pouvoir bien faire son travail. Un autre facteur, c'est aussi de travailler sur des projets qui sont longs, qui sont lourds, en équipe mais à distance, avec un manager qui n'est pas présent. Bien sûr, un autre facteur, c'est la pression que vous pouvez recevoir de la part d'un chef, d'un manager, voire parfois d'un harcèlement. Ça peut être un profil de poste ou de mission qui n'est pas clairement défini. Du coup, on ne sait pas trop où mettre les limites, puisqu'on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, quelle tâche m'appartient, quelle tâche ne m'appartient pas. Et un petit dernier, un autre facteur, ça peut être le manque d'équilibre entre votre vie pro, votre vie perso, par exemple avec des trajets trop longs, avec du travail que vous prenez à la maison, avec des déplacements professionnels qui sont trop nombreux. Donc là, c'est quelques exemples. Bien sûr, il y a plein de facteurs qui peuvent se cacher derrière un burn-out et qui ont pu vous conduire au burn-out. Souvent, c'est une combinaison de facteurs. Et souvent, ces facteurs liés à l'entreprise, à son fonctionnement, etc., se combinent aussi avec des facteurs liés plus à nous, à notre fonctionnement. Le fait, par exemple, d'être assez perfectionniste, exigeant avec vous-même, on peut avoir l'impression que c'est jamais assez, que c'est jamais assez bien, avoir du mal du coup à s'arrêter. Il peut y avoir aussi une manière de réagir au stress, une manière de s'impliquer dans le travail qui peut être parfois excessive, des croyances qu'on peut avoir sur le travail, sur ce qui est attendu de nous, parfois une recherche de reconnaissance, de validation qui fait que du coup on a du mal à poser nos limites, à dire non à de nouvelles responsabilités. Donc voilà, il y a aussi des facteurs qui peuvent être liés à notre fonctionnement, à nous-mêmes. Et c'est aussi super important de les reconnaître, de les identifier pour pouvoir travailler dessus. Parce que sinon, le risque, c'est de ramener tout ça dans votre nouveau projet professionnel. J'ai l'exemple il n'y a pas très longtemps avec une personne qui m'avait sollicité pour l'accompagner justement dans sa reconversion professionnelle. En fait, quand on avait fait le point sur son parcours professionnel, il y avait souvent les mêmes choses qui revenaient. Alors effectivement, elle avait eu un manager plutôt autoritaire, plutôt toxique à un certain moment. Donc elle avait changé d'entreprise et un de ses critères, c'était d'avoir un manager ou une manager qui soit plus bienveillant, qui soit plus présent, qui soit à l'écoute, qui soit respectueux, etc. Mais en fait, malgré ça, elle ressentait quand même beaucoup de stress, beaucoup de pression, qu'elle se mettait beaucoup elle, parce qu'elle avait une grosse peur de décevoir, un gros syndrome de l'imposteur, peur de ne pas être à la hauteur. Donc elle avait beaucoup de mal à dire non, à poser ses limites, à se poser ses limites envers elle-même aussi pour partir à l'heure, parce qu'ils étaient plutôt ouverts et personne ne l'en empêchait. Mais elle avait du mal à se l'imposer parce qu'elle se mettait beaucoup la pression, elle voulait faire les choses parfaitement jusqu'au bout. Et tout ça, ça lui générait pas mal de stress, des mauvaises nuits de sommeil, et elle avait l'impression de jamais réussir à trouver sa place. Et là, clairement, ce dont elle avait besoin, c'était de travailler sur elle-même, sur son estime d'elle, sur son perfectionnisme, apprendre à lâcher prise, à poser ses limites, à ne pas se surcharger, à dire qu'elle peut pas, en fait, tout simplement, sans penser qu'on va penser justement qu'elle est faible. Et c'est de ça dont elle avait besoin avant toute chose. Et si vous avez traversé un burn-out, c'est essentiel également, si vous avez identifié ce type de facteur, de faire un travail sur vous pour ne pas retomber dans un état d'épuisement mental, dans un état d'épuisement physique à cause du travail. Donc voilà, deuxième point, avant de vous lancer dans une reconversion, essayez vraiment de faire ce travail d'identifier les causes de votre burn-out et de ce qui se cache derrière et des différents facteurs qui vous ont mené jusqu'à ce burn-out. Une fois que vous avez passé ces deux étapes, il est temps de se questionner et de voir ce que vous voulez faire maintenant de votre vie professionnelle. Une fois le choc du burn-out passé, une fois que le corps et l'esprit se sont apaisés, que la reconstruction est entamée, voire terminée, forcément, la question du retour à la vie professionnelle surgit. Et souvent, une fois qu'on a vécu un burn-out,
On a une nouvelle manière de voir la vie, on a une nouvelle manière de voir nos priorités, on n'a plus envie d'autant investir notre vie professionnelle. Et surtout, bien souvent, on a envie de trouver un job qu'on prend plaisir à faire au quotidien, qui a du sens, qui est en accord avec nos valeurs, avec nos besoins et qui nous permet de trouver un équilibre dans notre vie. Donc je vous invite vraiment à, et donc c'est mon troisième point, à prendre le temps de la réflexion. Parce que parfois, on n'a qu'une envie, je vous le disais un peu plus tôt, on n'a qu'une envie, c'est de quitter notre travail actuel à tout prix, de démissionner, de changer complètement de voie et de devenir, je sais pas, professeur de yoga. Mais c'est normal, bien sûr, c'est normal d'avoir envie de passer à autre chose, de changer complètement. C'est un réflexe tout à fait normal. On a envie de fuir ce qui nous a généré du stress, de l'angoisse et du mal-être. Mais vraiment, prenez le temps de réfléchir à cette reconversion. Prenez le temps de construire un nouveau projet qui vous épanouira et qui vous satisfera sur le long terme. Et pour ça, je vous invite vraiment à réfléchir à ce que vous voulez dans votre vie de manière plus générale. Parce qu'un projet professionnel doit s'intégrer dans un projet de vie plus global. Votre travail, c'est une composante de votre vie. C'est pas toute votre vie. Et donc, il faut aussi que votre travail, votre projet professionnel, votre activité professionnelle sincère et soit cohérente avec ce que vous avez envie pour votre vie. Et souvent, on a tendance à oublier que le travail, c'est juste une partie de notre vie. Surtout quand on a connu un burn-out, le travail est devenu tellement central qu'on a pu oublier un petit peu ça. Donc prenez le temps de vous demander ce que vous avez envie de faire de votre vie, ce qui est important pour vous dans la vie, ce qui compte vraiment, ce à quoi vous aspirez profondément, ce à quoi ressemble un bon équilibre de vie pour vous. Et ne vous censurez pas, vous êtes le seul ou la seule à savoir ce qui vous convient profondément, ce dont vous avez besoin profondément, et c'est ok si c'est pas la même chose que vos parents, que vos frères et sœurs, que vos amis, que même votre compagne ou votre compagnon, c'est ok. Et une fois que vous êtes questionné sur votre vie de manière un petit peu plus générale, il est temps de faire un travail d'introspection un peu plus poussé sur la partie professionnelle. Quels sont vos besoins professionnels? De quoi vous avez besoin pour vous épanouir dans votre travail? Quelles sont vos valeurs? Il faut aussi faire le point sur vos forces, parce que utiliser vos forces au quotidien dans votre travail, donc c'est vos qualités, vos talents, vos compétences, tout ça, ça vous permet d'être plus motivé, d'être plus impliqué, ça donne confiance en soi quand on utilise nos forces. Et puis identifier vos intérêts, ce qui fait que vous êtes épanoui, ce qui fait que vous êtes motivé dans un job. Identifiez aussi vos préférences de travail, quel est votre rythme de travail idéal, de qui vous avez envie d'être entouré, avec qui vous avez envie de travailler, quel est votre environnement de travail idéal, quelles tâches vous aimez faire, quelle est votre manière de travailler à vous. Est-ce que peut-être vous en avez marre d'avoir des urgences à traiter tout le temps et que vous avez besoin d'avoir une visibilité sur votre journée, sur votre semaine et de pouvoir vous organiser de manière sereine. Peut-être que vous avez besoin de plus d'autonomie dans votre manière d'exécuter vos tâches, peu importe. En tout cas, c'est important de faire vraiment un tour d'horizon de toutes ces questions et ce, avant même de réfléchir à des pistes, à des projets professionnels. Parce que si vous faites les choses dans l'autre sens, il vous manque des éléments importants. Donc, ce travail d'introspection, ce travail de réflexion, il ne va pas vous donner en soi une idée de projet, et encore que ça peut arriver, bien sûr, mais il vous permettra, une fois que vous aurez identifié des pistes, de valider ou pas ces pistes. De voir si vraiment profondément ça correspond à vos besoins, à vos valeurs, à vos intérêts, à vos aspirations, etc. Et donc bien sûr, c'est essentiel pour valider que le projet que vous avez en tête vous conviendra vraiment. Je sais par contre que c'est pas toujours évident de faire ce travail d'introspection et c'est pour ça que dans le programme Oser, la toute première partie c'est justement ça. C'est un travail d'introspection qui est cadré, qui est efficace, qui couvre tous ces sujets-là pour vous permettre de vous poser les bonnes questions dans le bon ordre et surtout de trouver des réponses. Et ensuite seulement dans un deuxième temps, on passe à la phase de recherche d'idées, de recherche de projets professionnels, puis bien sûr d'enquête, de validation du projet, de plan d'action, etc. Mais vraiment, on commence par une phase d'introspection qui est solide et qui est essentielle pour pas se tromper, tout simplement. Bref, si vous êtes intéressé par ce parcours-là, par ce programme-là, qui vous guide pas à pas dans votre reconversion, je vous mets le lien de la page de ce programme Oser dans la description de l'épisode. C'est tout simplement stephbluelips.com/oser. Mais je vous le remets dans la description. Et voilà pour cet épisode aujourd'hui. Ce que j'aimerais vous dire quand même pour conclure, c'est si vous envisagez une reconversion professionnelle après avoir traversé un burn-out, laissez le temps au temps, prenez soin de vous, parce que malheureusement, il y a plein de personnes qui font 2-3 burn-out et vraiment, c'est pas ce qu'on veut. Donc prenez le temps de construire votre projet de reconversion pas à pas. Et je vous souhaite beaucoup de réussite là-dedans. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne semaine et on se voit dans 2 semaines. Ciao!